Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend? Nathalie, Samia, Sylvie. C'est très féminin ce matin. En RH, c'est souvent le cas. Oui, c'est vrai. Alors, donc bonjour à toutes. Il y a d'autres participants ou participantes qui vont nous rejoindre plus tard, mais en attendant, on va pouvoir démarrer déjà pour que chacune d'entre vous puisse se présenter. Donc ce matin, on a la chance d'accueillir Bérangère, qui est une de nos adhérentes. Donc c'est l'entreprise ROC. Bonjour Nathalie, je vous vois dans le chat. L'entreprise ROC, donc ressources humaines, organisation, conseil. Et ce matin, Bérangère va nous expliquer pourquoi intégrer une compétence ressources humaines dans votre entreprise. Bérangère, je vous laisse la main et je vous laisse aussi Samia, Sylvie, Nathalie pouvoir ouvrir vos micros pour pouvoir vous présenter au fur et à mesure. Qui a envie de démarrer ce matin? Samia, vous voulez nous dire quelques mots? Juste nom, prénom, votre entreprise. Voilà. Bonjour. Oui, donc en fait, moi, je travaille sur des aspects d'accompagnement, de redéfinition de la vision d'entreprise à partir du marketing, de la mission statement, donc de l'ambition d'entreprise et comment ça a des impacts sur la dimension organisationnelle des ressources humaines. Donc, j'essaie de coupler la dimension corporate et finalement marketing, storytelling de l'entreprise, de manière à faire que tous les points de vue convergent et à pas avoir en fait une entité qui soit coupée de ses valeurs ou qui soit coupée de son histoire ou de son ADN. Donc je suis consultante, j'ai longtemps été dans les boîtes de publicité et j'ai vite sorti parce que j'ai voulu, là je suis installée dans le sud depuis 2 ans maintenant à Montsartou, voilà, vous savez tout. Merci. Merci Samia. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors pour ma part, donc, je suis Sylvie Lanier, déléguée territoriale au sein du CNAM. On a un lien très particulier avec l'UPE 06 qui est promoteur d'un dispositif que vous vendez très bien, qui est le dispositif Ardent et qui consiste justement à intégrer une compétence au sein d'une entreprise qui veut se structurer, qui crée un poste, donc on est bien sur une activité nouvelle et qui va permettre à un demandeur d'emploi d'intégrer son entreprise pendant 6 mois avec une montée en compétences pédagogiques qui est portée par le CNAM. Et puis, dans à peu près 80% des cas, ces compétences finissent par être intégrées à l'entreprise, soit en CDI, soit en CDD. On a même vu des pilotes créer leur propre entreprise après ces 6 mois, puisque la formation pédagogique, c'est le titre entrepreneur petite entreprise qui est reconnu au RNCP depuis 30 ans maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Bonjour, Benoît. Est-ce que vous avez un micro? Bonjour. C'est bon. Excusez-moi, quelques petits soucis de connexion. Benoît de Boredon, je suis un nouveau qui est rejoint il n'y a pas très longtemps l'UPE 06 et je fais du conseil aux entreprises. Voilà. Merci Benoît. Nathalie, je sais qu'elle a écrit quelque chose dans le chat tout à l'heure. Est-ce que Nathalie, vous avez un micro? Oui, c'était simplement... Super, c'était simplement un bonjour tout à l'heure. Donc, voilà, Nathalie Parsemin. Je suis consultante RH. Allô? Oui. Oui, on vous entend. Consultante RH, coach professionnel certifié. Donc, voilà, donc cette visio m'intéresse doublement, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. On a fait le tour de table. Si jamais d'autres personnes se connectent, Bérangère, je vous le ferai savoir. Je vous souhaite une bonne visio, en tout cas. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas Vous pouvez directement activer vos micros si vous avez des questions à poser. On a la chance d'être en petit comité ce matin. Donc, voilà, on fait en sorte que l'atelier soit le plus interactif possible. Je vous laisse la main, Bérangère. Merci, Elodie. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, ce que je vous proposerai dans un premier temps, c'est écoutez, de faire un peu connaissance.
on a partagé quelques aspects déjà dans ce premier temps. Et ce que je vous propose éventuellement, c'est ensemble de… vous me disiez, selon vous, quand on parle compétences RH, qu'est-ce que vous entendez par là, pour qu'ensemble on puisse constituer un nuage de mots qui soit finalement le reflet de ce que vous pensez des compétences RH dans une entreprise. À quoi ça sert un RH dans une entreprise selon vous, avec des mots-clés que je vais noter à votre écoute? Qui se lance? Il en faut toujours un, c'est toujours compliqué. Adaptabilité. Adaptabilité. Autre idée, quelles sont les compétences? Qu'est-ce que peut-être un chef d'entreprise qui a ou n'a pas en son sein une compétence RH peut attendre ou manque de… Impulser. Impulser, oui. Moi, je dirais plusieurs choses. Il y a l'écoute, Oui. il y a le caractère de l'échange, il y a la flexibilité, il y a toujours un côté aussi polyvalent. Mhm. Oui. Alors là, j'ai beaucoup de savoir-être en termes de savoir-faire. Il y a quand même l'aspect… De votre point de vue, qu'est-ce qu'un RH sait faire? Ah ben écoutez, ça va être super. Je pense qu'on va prendre plein de choses. Pardon. Je ne sais pas si dans mon métro, mais Samia. Vous ne m'entendez pas là, vous? Alors, Si, je vous entends, Samia, je vous entends. Il y a l'aspect aussi fiche de poste, entre guillemets, même si le mot est un peu vieillot, mais adaptabilité de la personne à son cadre, à sa définition de poste, à sa mission. Quand même. Exactement, oui, tout à fait. Si elle ne remplit pas le job, on lui désigne assez vite, malheureusement, la sortie. Donc, je pense que… Exactement. Alors ça, c'est vrai que définir un poste, faire des fiches de poste, établir des… Exactement, ça fait vraiment… Voilà, là, on commence un peu à rentrer dans le savoir-faire. Est-ce que vous-même… alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de personnes à leur propre compte, mais qui ont peut-être été salariées dans une ancienne vie. Il y a des personnes qui sont quand même salariées, qui ont peut-être en leur sein une personne chargée des ressources humaines au quotidien. Qu'est-ce que cette personne leur apporte dans la vie de tous les jours de salariés? Ce qui est très important, je crois, c'est au démarrage, quand on intègre l'entreprise. Oui. À titre personnel, hein, c'est vrai que j'intègre une entreprise, j'attends de la ressource RH qu'elle sache m'accueillir. Quelle est cette capacité à m'accueillir? Quelle est cette capacité à me donner envie, en fait? Parce qu'il y a eu l'envie qui a été créée par le poste en lui-même. Ça veut dire qu'elle a défini la fiche de poste, cette personne. On a eu l'entretien, mais à un moment donné, on rentre dans l'entreprise et il y a tout un suivi, en fait. Donc, je pense que ça relève quand même d'une compétence bien spécifique d'accueillir la nouvelle personne, de l'intégrer, puisque au-delà de l'accueillir, on l'intègre au sein d'une équipe. On l'intègre au sein d'une structure, on l'intègre au sein d'un esprit d'entreprise avec une vision claire. Donc, ça veut dire aussi peut-être savoir faire partager cette vision et l'accompagner. Ensuite, l'accompagner tout au long de son expérience au sein de l'entreprise. Absolument, oui, c'est vrai.
Oui, et pardon, au-delà, enfin, pour compléter ce que dit Sylvie, il y a aussi l'aspect, pour moi, la gestion RH, c'est l'intégration effectivement de la compétence, mais comment cette intégration va changer finalement la dynamique de l'équipe, va changer les interactions entre personnes et va permettre d'augmenter la fameuse intelligence collaborative qui est un peu un mot qu'on entend beaucoup en ce moment dans les entreprises. Hein, et quand on voit même en matière agile, parce qu'on est rentré aussi dans le monde de l'agilité, l'aspect, il y a cette phrase de Jürgen Appelo qui dit les interactions entre personnes comptent plus que les process. Donc, justement, le RH, il doit essayer de recruter la personne pour ses talents personnels, mais aussi pour sa capacité de fluidité, si je puis dire, avec les équipes déjà en place et avec comment elle va s'intégrer justement dans une dynamique d'échange au quotidien. Et donc, l'aspect du coup comportemental et psychologique va être largement aussi important, hein, les fameux soft skills, aussi important que l'aspect opérationnel, pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est tout à fait. Pardon? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, ce que je vous propose, c'est, je pense que vous voyez notre nuage de mots s'afficher. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce premier tour de table concernant la compétence RH et l'intérêt de l'intégrer en entreprise. Je voulais un peu vous raconter ce que peut être la vie d'un chef d'entreprise qui a commencé sa matinée en réunion avec son comptable qui lui réclame à corps et à cri un recrutement pour le soutenir dans ses missions. Vous avez un important commercial et un important rendez-vous commercial et vous vous apprêtez à quitter votre bureau quand un mail de votre collaboratrice vous indique qu'elle souhaite modifier les vacances d'été au même moment que son binôme, ce que vous aviez clairement indiqué comme étant impossible pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans les couloirs, vous croisez votre secrétaire qui vous demande si vous avez lu le mail du technicien qui vous demande une rupture conventionnelle et elle en profite pour vous demander où en est sa demande de formation. Il existe des solutions pour vous permettre de partir sereinement à votre rendez-vous commercial important, votre cœur de métier, le développement de votre entreprise. À votre retour, un professionnel RH peut avoir des solutions, y compris chiffrées, pour chacune de ces situations et toutes les situations liées aux questions RH au sein de votre entreprise. Alors, moi, je pense plus particulièrement au recrutement, à la gestion du personnel, à tout ce qui concerne la législation sociale, les conditions de travail, l'animation du CSE aussi, les différents entretiens RH, le développement des compétences et la gestion prévisionnelle en fait des besoins en compétences, avec évidemment aussi en ce moment dans ce contexte spécifique de la pandémie et de l'après-Covid, toutes les questions liées au nouveau rythme de travail et aux nouvelles façons de travailler. Alors, finalement, les missions qu'on peut identifier au niveau RH dans une entreprise, c'est d'abord les fonctions de recrutement avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le sourcing, les entretiens. Et puis, l'intégration, vous l'évoquez, effectivement, c'est un moment important pour la personne qui intègre l'entreprise, pour l'équipe dans laquelle la personne est intégrée,
comment est-ce qu'il se positionne dans cette équipe, comment ses missions sont perçues par le reste des collaborateurs. Et puis, pour une responsable RH, pour une personne en charge des ressources humaines, c'est aussi être au courant de tous les dispositifs d'intégration dont peuvent bénéficier les entreprises à un instant T et qui sont en plus le plus souvent en constante évolution. La responsabilité du chef d'entreprise, c'est aussi de gérer le personnel. C'est une question souvent très chronophage avec laquelle les chefs d'entreprise qui ont des entreprises de moyenne dimension ne sont pas forcément très à l'aise. Et parce que c'est une perpétuelle demande finalement des salariés en termes d'évolution professionnelle, en termes d'augmentation salariale. C'est aussi des gestions conflictuelles, des évaluations et éventuellement des prises de décision, des décisions disciplinaires à prendre et qu'il faut souvent savoir évaluer en termes de prise de risque. Ça fait partie de la vie au quotidien finalement du chef d'entreprise et c'est quand il arrive à son bureau une occupation assez prenante. Alors, pour essayer de fluidifier ces aspects-là, c'est vrai qu'il y a, et vous l'avez vu aussi, tout ce qui est formation, compétences, par le biais des entretiens professionnels. Alors, au-delà de leur aspect légal, puisque c'est une obligation à un rythme donné et selon des questions spécifiques à intégrer dans le contenu de cet entretien. C'est également, à l'issue de ces entretiens, l'élaboration d'un plan de développement des compétences en termes de contenu, mais aussi en termes de budget. Je suis étonnée de voir que dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens, on a une cotisation qui est versée chaque année par cette entreprise au titre de la formation professionnelle, puisque c'est une obligation légale, là aussi, et aucune politique pour essayer de compenser finalement cet investissement dans la formation professionnelle qui, en plus, évolue vers des budgets qui sont fléchés dans des pots communs et qu'il faut donc savoir récupérer par le biais de liens avec les OPCO, avec les organismes paritaires dont c'est la mission. Et ça, c'est une mission qui a vraiment pour l'entreprise que des qualités. Ça permet d'être attractif pour son personnel, puisque une entreprise qui forme, c'est une entreprise attractive pour des salariés et c'est aussi pour l'entreprise le moyen d'un retour sur investissement finalement, dont les chefs d'entreprise n'ont pas forcément conscience tout le temps. Et puis, au-delà du plan de développement des compétences, il y a, et c'est Samia qui l'évoquait, la notion d'organigramme, de fiche de poste. Et ça, c'est une base finalement de fonctionnement au niveau RH dans une entreprise. Parce qu'avec un organigramme et des fiches de poste, on a un fonctionnement. Et à partir de ce fonctionnement, on peut déduire des besoins en main-d'œuvre, donc anticiper des recrutements,
et anticiper des coûts également de fonctionnement de l'entreprise. On peut aussi repérer du potentiel. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise peut recevoir régulièrement des personnes attentives au marché du travail sans pour autant avoir des propositions concrètes à faire, mais en ayant des perspectives d'évolution déterminées qui lui permettent de se dire que à moyen terme, à court terme, il y a une possibilité de faire quelque chose entre cette compétence qu'il a rencontrée et les besoins pour son entreprise. Et puis, un organigramme et une fiche de poste, c'est aussi pour le salarié une possibilité d'évolution professionnelle. Je suis également frappée dans le cadre des entretiens de recrutement que j'effectue, de voir à quel point les salariés d'aujourd'hui sont très attentifs à leur évolution professionnelle et aux possibilités d'évolution professionnelle que peut leur apporter l'entreprise qu'ils intègrent. Et c'est vrai que souvent, un salarié, un candidat dans un entretien de recrutement a déjà la vision de l'étape d'après dans sa carrière professionnelle à titre personnel. Et ça, c'est important de s'assurer pour l'entreprise que les liens se font. Alors, sur des aspects un peu plus techniques, beaucoup plus rébarbatifs pour les chefs d'entreprise, il y a tout ce qui concerne les instances représentatives du personnel, avec les représentants syndicaux quand il y en a, et il y en a y compris dans des entreprises de petite taille qui ne sont pas forcément très importantes en nombre de salariés, mais qui ont une représentation salariale. Il y a des branches professionnelles dans lesquelles les syndicats sont très présents et se déploient beaucoup dans des structures de toutes dimensions. Et il y a également ce CSE pour lequel il y a des obligations très précises à remplir pour le chef d'entreprise. Et je pense que le plus d'une compétence RH dans une entreprise qui a un CSE ou qui doit mettre en place un CSE, c'est pour le chef d'entreprise ne pas le prendre comme une contrainte, mais comme un levier de bon fonctionnement dans son entreprise. Et ça, c'est vrai que la compétence RH, dans ce cadre-là, permet pour un chef d'entreprise qui, moi je m'en rends compte, a des a priori par rapport à la gestion de ces aspects des IRP assez négatif. Pour lui, c'est beaucoup de contraintes et c'est surtout très, pardonnez-moi l'expression, très casse-gueule. Ça veut dire que pour lui, c'est la possibilité de se tromper et d'être pris en défaut. Et la compétence RH lui permettra justement, je pense, de pouvoir s'appuyer sur une personne qui peut un peu le rassurer, bien sûr, et faire justement transformer cette contrainte en levier. Et puis, l'employeur, il a également des obligations vis-à-vis de ses salariés en termes de diffusion d'informations. Il faut aujourd'hui mettre en place une base de données économiques et sociales, et même maintenant, elle a des aspects environnementaux à ajouter. Il y a également un règlement intérieur à mettre en place. Et ça, c'est très important parce que dans le cadre de contentieux, un règlement intérieur est opposable dans une entreprise, au chef d'entreprise. Donc, tout ça, ça rejoint d'ailleurs tout l'aspect de la législation sociale sur laquelle une personne qui a une compétence RH est complètement adaptée pour répondre et accompagner un chef d'entreprise. La responsabilité aussi d'un chef d'entreprise, elle se situe
au niveau des conditions de travail et de la santé des salariés au travail. Et là aussi, on est sur des responsabilités qui peuvent très vite prendre des proportions importantes dans la mesure où il y a un risque pénal par rapport à ces responsabilités du chef d'entreprise, notamment dans des secteurs où les salariés sont exposés à des risques. Et dans la mesure où, en termes de conditions de travail et de santé au travail, il n'y a pas simplement des obligations de moyens pour le chef d'entreprise, mais des obligations de résultats. Donc, ça veut dire qu'à partir de ça, l'avantage de la compétence RH, c'est que là, à nouveau, elle aura un rôle de stabilisateur de situation, de conseil et de suivi pour, au-delà de mettre en place des choses conformes, faire en sorte que ça soit à nouveau un levier de bon fonctionnement dans l'entreprise et pas une contrainte. Je voulais également, dans le cadre de cette présentation, faire un petit focus en fonction de l'actualité Covid, parce que la fonction RH, dans le contexte de cette pandémie, a été hyper sollicitée. Et on parlait d'adaptabilité parmi les qualités tout à l'heure dans notre nuage de mots. Et l'adaptabilité RH, elle a été vraiment mise à contribution à 150% au cours de cette pandémie. Actuellement, on peut, sans être trop optimiste, considérer que le plus dur est passé, le pic est atteint. J'ai l'impression d'être le ministre de la Santé quand je vous dis ça, mais quand même, il y a des choses qui nous font dire, il y a des éléments qui nous font dire que on a passé le cap, mais il ne reste pas moins que le monde d'avant ne reviendra pas tel quel, surtout et y compris dans l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, il faut envisager notamment de réfléchir aux nouvelles formes et aux nouveaux rythmes de travail. Et ça, la fonction RH et je pense la mieux placée dans l'entreprise avec une vision très, très globale pour pouvoir accompagner sur ce qui est stratégique, parce que de cette réflexion sur le télétravail, sur la gestion d'équipes à distance, sur les nouveaux rythmes et trouver le bon rythme entre travail à distance et travail présentiel, selon quels critères, quels sont les indicateurs qu'on choisit, quels sont en équipe les moments où on se retrouve et pourquoi faire. Aujourd'hui, il y a un boulevard qui s'ouvre aux entreprises pour réorganiser leur façon de s'organiser et pour réorganiser leur rythme au quotidien. Alors, par rapport à ça, comment faire et que faire? On est dans une région dont la particularité est d'être constituée de TPE, de PME, de TI. On a quelques sièges sociaux de grandes entreprises, de très grandes entreprises au niveau national, mais on a beaucoup d'entreprises de dimension PME, TI qui ont une aura, je dirais, nationale, voire internationale, mais qui ont, en termes de nombre de salariés, de dimension et de déploiement, les dimensions d'une ETI ou d'une PME. Qu'est-ce qui les caractérise, ces entreprises? Elles ont souvent peu d'effectifs et elles n'ont pas de compétences exclusivement RH à l'interne parce que ça ne le justifie pas objectivement. Il n'empêche, il n'en demeure pas moins que le chef d'entreprise au quotidien est confronté à des problématiques RH.
il a sans cesse des sollicitations de la part de ses salariés, de la part de structures institutionnelles comme l'inspection du travail. Enfin, tout ce qu'on vient de voir, finalement, c'est son quotidien. C'est des missions qui sont quelquefois chronophages et puis surtout qui l'éloignent de son cœur de métier. Quand on se rappelle le descriptif de la matinée de mon chef d'entreprise que j'ai faite en début d'intervention, on se rend compte que ce n'est pas si loin de la vérité que ça et que ce n'est pas forcément totalement caricatural. Et il faut que le chef d'entreprise ait comme objectif de rester dans son cœur de métier. Et donc, la solution qui peut être pour répondre à ce besoin du chef d'entreprise, c'est d'intégrer ce qu'on appelle un DRH à temps partagé, qui propose au chef d'entreprise la mise en place d'un processus RH robuste pour accompagner la croissance de son entreprise ou même le maintien à flot de son entreprise. Comment concrètement ça s'organise? Par un système gagnant-gagnant avec une présence dans l'entreprise à un rythme régulier en fonction du nombre de salariés, en fonction des missions qu'on octroie à cette personne RH, et puis en fonction aussi de ce que ce DRH à temps partagé pourra proposer, c'est-à-dire qu'il sera aussi dans cette entreprise force de proposition en fonction de ce qu'il observe au cours des premiers temps. Ce sera un jour, ce sera 2 jours par semaine. Ce DRH, il est connu par l'ensemble du personnel, il est repéré comme fonction RH par l'ensemble des salariés. Il est en lien constant avec le chef d'entreprise pour l'aider et l'accompagner dans le développement de son entreprise au niveau humain, dans la gestion du personnel. C'est un consultant, il ne pèse pas sur la masse salariale de l'entreprise. En même temps, ça n'est pas un prestataire extérieur de plus, puisqu'il est complètement intégré au sein de l'entreprise. Alors, souvent, il travaille comme un prestataire de service sur la base d'un contrat de prestation et ça permet en fait à l'entreprise de budgéter le coût de cette prestation. La collaboration, elle est évidemment très étroite puisque le DRH à temps partagé apporte des réponses précises. C'est un professionnel au chef d'entreprise. Il est aussi, comme je vous le disais, force de proposition, par exemple sur les accords collectifs dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux ou le CSE. Et puis aussi, il est le garant des bonnes procédures pour respecter les règles juridiques applicables à l'entreprise. Voilà un peu le tour d'horizon que je voulais vous faire de ce que peut être une mission RH en entreprise. Ce qui peut surprendre, je pense, ce qui peut surprendre un chef d'entreprise dans ce que je viens d'énoncer, c'est qu'il a souvent comme vision le fait de solliciter sur beaucoup des aspects que je viens d'évoquer son expert comptable. L'expert comptable dans une entreprise, c'est un prestataire, je dirais, naturel, puisque les besoins en termes de bilan et de gestion économique pour l'entreprise sont primordiaux. Et il devient finalement l'interlocuteur sur ces aspects-là. Par rapport à ça, moi, je me positionnerai d'une façon très, très sereine en disant que souvent, effectivement, pour répondre à ça, l'expert comptable a intégré un service de droit social dans son cabinet avec des juristes en droit social. Et ça peut permettre au chef d'entreprise, effectivement, d'avoir des réponses sur l'aspect légal. Il n'en demeure pas moins que par rapport à une compétence RH type DRH à temps partagé, il manquera l'aspect managérial, il manquera l'aspect vision au long cours, il manquera l'aspect accompagnement au quotidien de proximité.
Donc, par rapport à ça, moi, je pense qu'un DRH à temps partagé, en prenant une place un peu différente en termes de présence dans l'entreprise, peut tout à fait venir compléter et améliorer le travail finalement de l'expert comptable. On ne verra jamais un expert comptable présent régulièrement dans l'entreprise et identifié par les salariés comme étant un interlocuteur possible pour répondre à des questions que les salariés se posent, par exemple. Donc, le positionnement est complètement différent et voilà, je pense qu'avoir aujourd'hui une vraie vision RH pour un chef d'entreprise, c'est bénéfique à tout point de vue pour le fonctionnement de son entreprise, pour l'état d'esprit de ses salariés et pour son développement économique et commercial. Voilà, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Merci Bérangère. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Du fait que l'atelier était très interactif, peut-être que tout le monde a pu poser ses questions au fur et à mesure, je ne sais pas, ou des questions, des remarques. Alors, je n'ai pas vu si dans le chat, il n'y avait rien. Non, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Alors moi, j'ai plutôt une remarque, ce n'est pas vraiment une question, c'est que, en fait, oui, c'est très riche parce que la fonction RH, en fait, elle est en plein bouleversement et on a vu avec le Covid que justement les personnes qui voulaient réduire la fonction RH à de l'administratif sont aperçues de toute la complexité finalement du métier des RH parce qu'en fait, c'est très riche les RH. Que ce soit dans le juridique ou dans l'accompagnement de la mobilité, dans la gestion des carrières, dans l'aspect gestion du poste. Il y a énormément d'aspects finalement. Et le télétravail a été pris en charge aussi par les DRH. Donc, en fait, beaucoup ont craqué. Moi, j'ai des copines DRH qui m'ont dit que c'était affreux parce qu'on n'était pas préparés. Et pour ceux qui nous voyaient comme des gestionnaires de paye améliorés, entre guillemets, oui. Ont été très surpris parce qu'ils se sont aperçus de toute la complexité, ce dont je me suis toujours… moi, j'avais travaillé avec Total à un moment sur de la gestion des carrières en externe, en consultant externe, et le directeur des ressources humaines, il était docteur en philosophie. Donc, vous voyez, donc il avait quand même une vision, du coup, des valeurs et vous savez de quoi… C'est pas classique. C'est pas classique comme parcours. Non, mais c'était… Bon, c'est des grands comptes, hein, mais si vous voulez, c'est justement, il était sur l'aspect, le travail des valeurs, intelligence collaborative, il y avait… Bon, et il venait des sciences humaines. Bon, il y a aussi l'aspect psycho, aussi, psychologie du groupe, gestion de conflit, qui est quand même dans la fonction RH aussi. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une fonction qui est en plein bouleversement, qui est très riche et qui, pour moi, évolue de plus en plus sur la dimension de comme interne et managérial, parce qu'il y a cet aspect quand même dans les RH, aussi de gérer, on est un peu à la frontière de la com interne, dans par exemple l'intégration d'un collaborateur, le discours sur la marque employeur, tous les process d'intégration, on est quand même à la limite de la com interne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bérangère. Voilà, oui. Moi, je me rappelle très bien avoir travaillé dans ce qui était à l'époque une SS2I. Et effectivement, il y avait un poste en com interne pour chaque BU et qui était rattaché au responsable ressources humaines. Oui, c'est souvent le cas. Donc, effectivement. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, effectivement, mais il y a on ne peut plus travailler sur les RH sans parler de la culture, sans parler des valeurs, sans parler de la vision globale. Donc, finalement, on est dans la com assez… Autant que c'est vrai que par rapport à des chefs d'entreprise locaux qui ont des entreprises qui ont la dimension qu'elles ont, comme je le disais, pas forcément très grande, il faut que effectivement un DRH à temps partagé puisse effectivement apporter cet aspect-là d'adaptabilité, de mettre en place une culture d'entreprise, une attractivité, mais d'une façon assez subtile parce que ça ne parlera pas au chef d'entreprise qui, pour lui, tous les jours, doit faire fonctionner son entreprise au niveau commercial, s'assurer qu'au niveau de la trésorerie, ça se passe bien. Enfin, moi, je vois par rapport à mes clients,
c'est compliqué de leur dire, bon, alors maintenant, alors qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise, etc. Ils m'ont dit, écoutez, la Bérengère, vous êtes gentille, mais il faut que j'ai d'autres problèmes à résoudre. Et donc, c'est beaucoup plus subtil, je pense, et c'est la porte d'entrée de ça, je pense, c'est de montrer sa compétence très pragmatique pour arriver à ouvrir un peu le champ. Et ça peut prendre du temps, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est du marathon, hein. On n'est pas sur le 100 mètres, hein, là. C'est une collaboration qui se fait progressivement, d'abord parce que la première caractéristique, c'est la confiance. Et c'est vrai que cette confiance, d'abord, elle ne se décrète pas. Et ensuite, c'est compliqué du jour au lendemain. C'est rarement un coup de foudre. C'est vraiment un travail collaboratif qui aboutit à un resserrement des liens de collaboration pour arriver à des liens de confiance. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut savoir effectivement avoir cet objectif de qu'est-ce que c'est que mon entreprise, quelle est la culture, comment mon entreprise est attractive, parce que les problématiques de recrutement, y compris dans les PME, sur tout un tas de postes de profils différents, c'est une vraie réalité actuellement dans les Alpes-Maritimes et ailleurs. Et le chef d'entreprise, sa problématique, c'est de dire, bon alors maintenant, Bérengère, il faut m'écumer toutes les CVTech du monde pour trouver les bons profils. Oui, mais après, il faut faire comprendre que pour accueillir, il faut être attractif. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux salariés? Et ça, c'est compliqué par rapport à des chefs d'entreprise qui disent, non, mais voilà, moi, je leur propose un salaire. C'est déjà une très bonne chose, mais il y a peut-être un petit plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est du travail de longue haleine et d'ailleurs qui est passionnant. Enfin, et c'est un peu pour ça que personnellement, moi, je me lève le matin parce que c'est vrai que il faut que même à des dimensions pas très importantes, les entreprises puissent avoir accès à ces leviers finalement. Bien sûr. Si je peux me permettre, je crois que ce métier est quand même un métier qui s'est énormément complexifié parce que nous, en tant que salariés, on est devenu, alors je ne sais pas si ce sont les bons mots, hein, on est devenu de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, notre univers de travail, on en veut un univers de bien-être. Et la première personne cible, ça va être notre ressource RH. C'est-à-dire qu'on va avoir des exigences auprès d'eux qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on attendait d'eux notre fiche de paye, ces petits trucs, alors pas simplissimes, parce que ce serait péjoratif de dire ça, mais juste cette structuration-là. On attendait notre fiche de paye, on attendait éventuellement la petite augmentation ou la formation. Aujourd'hui, très honnêtement, on attend autre chose. Aujourd'hui, on attend un soutien, on attend beaucoup de psychologie, on attend des choses qui, je pense, alors là, je parle en tant que salarié, je pense pour une compétence RH, devient de plus en plus complexe. Je pense que ça rend le métier de plus en plus alors attrayant d'un côté, je pense, hein, parce que ça lui donne une autre dimension, mais difficile aussi. Difficile aussi. Et surtout qu'on parle d'un contexte là où effectivement, ils se sont retrouvés à gérer des crises pour lesquelles ils n'ont jamais été formés, j'imagine. Donc, donc tout ça, c'est... je me mets à leur place parce que très honnêtement, nous, en tant que salariés, nous sommes devenus exigeants. C'est important. C'est important. Mais ça, il faut que... enfin, la posture RH, c'est pas être le représentant du patron, c'est pas être le représentant syndical non plus. C'est un peu essayer de trouver l'équilibre entre les deux, ces deux populations présentes dans l'entreprise et dont il faut comprendre et dont il faut leur faire comprendre qu'elles ne sont pas l'une face à l'autre, mais l'une avec l'autre. Bien sûr. Voilà. Il y a la dimension de dialogue social, en fait, qui est très importante, c'est-à-dire parfois le collaborateur rentre sur un poste et finalement attend
qu'on le fasse évoluer, hein, qu'on lui fasse aussi des propositions, parce qu'en fait, il ne se connaît pas forcément très bien lui-même professionnellement. Les gens ne se voient pas toujours, finalement, c'est ça qui est intéressant, la dimension psycho dans les RH, hein, qui est très, très intéressante, c'est que les gens ne se voient pas toujours comme ils sont. Donc, en fait, quelqu'un qui est un consultant peut s'avérer finalement être un excellent commercial, alors que la base, c'est plutôt une formation de consultant. Donc, peut-être le faire basculer sur des fonctions, vous voyez. Donc, il y a cet aspect écoute et anticipation du potentiel qui demande en fait une très, très grande vigilance et une très grande attention aux autres. Finalement, c'est être vraiment aux autres, les posts qu'ils font sur LinkedIn, comment ils réagissent en réunion, comment donc avoir un feedback aussi des managers qui travaillent en proximité avec eux pour gérer en fait les carrières, parce que ça c'est très important, c'est aussi ce qu'on attend, en fameux développement RH, parce qu'on est passé en fait d'un gestionnaire RH. Maintenant, ce que j'entends mes copines dire, c'est qu'aujourd'hui on est directrice du développement RH. Donc le développement RH, ça veut vraiment dire qu'on inclut en premier le management. Il ne suffit pas de recruter, parce que de toute façon, les gens vont partir s'ils ne sont pas contents. Comme disait tout à l'heure Sylvie, il y a une très grande exigence, donc on en attend beaucoup. Et du coup, on veut aussi qu'on nous accompagne finalement en profondeur dans le processus de transformation dans un poste ou dans des potentiels, en fait. Et ça demande une compétence, pour moi, qui est plus d'ordre psychologique, tu vois, plus d'attention, d'écoute, que de gestion de paye, de gestion administrative ou juridique, qui font aussi partie du RH. Donc, c'est en fait une fonction très, très large. Du coup, c'est un peu, c'est ce qui fait l'intérêt du métier. Alors, moi, je trouve que c'est un très, très beau métier. D'ailleurs, moi, j'ai été très surprise, puisque moi, je suis DRH à l'issue d'une reconversion professionnelle. Hein, je me suis retrouvée avec des psychologues du travail et je me suis dit, mais finalement, comment est-ce qu'un psychologue du travail peut prendre en charge un service RH dans une entreprise? Et finalement, l'évolution que vous décrivez, Samia, de la fonction RH fait que, effectivement, ça a tout son intérêt. Les nombreux conflits qu'il peut y avoir entre salariés, entre équipes, entre BU, entre équipes, on gère du conflit. Hein. L'être humain est un être conflictuel. Donc, il veut plus que son voisin, il veut dépasser le territoire, il se dépasse sa fiche de poste pour empiéter sur la compétence du voisin, pour être plus. Donc, il y a une espèce de guérilla interne aussi dans les entreprises, il ne faut pas l'oublier. Surtout sur les équipes commerciales, par exemple. Lequel va faire le plus de chiffres, lequel va ramener le plus gros client, lequel va avoir la plus grosse com. Donc, il y a cet aspect aussi qui est très complexe à gérer et qui est quand même de l'ordre vraiment de la psycho. C'est-à-dire que si on n'est pas des formations en gestion de conflits, en écoute, en intelligence collaborative, en tout ça, on est un peu perdu, je pense. Mais ça, tout à fait. Voilà. Mais c'est l'aspect très riche en même temps du métier, c'est-à-dire que le télétravail en rajoute une autre, c'est-à-dire travailler de chez soi. Oui, mais comment et à quelles conditions? Enfin, il y a beaucoup de, il y a énorme. C'est un métier qui est en pleine gestation finalement. Oui, absolument, et qui est surtout en pleine. En constante mutation. Enfin, je pense qu'on n'arrivera jamais à fixer cette fonction sur des missions très précises et définitives, parce qu'elle s'adapte aussi au contexte des entreprises qui sont elles-mêmes en évolution permanente. Complètement. Par exemple, j'ai rien contre les comptables, mais un comptable. Alors, je vous entends très, très mal, Nathalie. Je disais en fait simplement que je n'ai rien contre la fonction comptable, mais un comptable en fait va fonctionner en fonction de normes bien définies, bien établies, tandis que le DRH, et on le voit au fur et à mesure des années, et à mon avis, ce métier va encore progresser, c'est réellement l'adaptabilité, parce qu'il doit s'adapter aux personnes qui l'entourent, il doit s'adapter à son environnement, il doit s'adapter aux aspects réglementaires, il doit s'adapter, et en fait, le réflexe de la colonne vertébrale, ou le réflexe en fait au niveau de ce métier, c'est la veille informative et rester réellement à l'écoute de ce qui se fait autour, comme des personnes, de l'évolution des personnes, être attentif en fait au fonctionnement, à l'évolution des gens, à la société dans laquelle on est. Et le DRH aujourd'hui, en fait, doit puiser en fait dans tous ces aspects-là pour pouvoir au mieux en fait répondre à une demande
soit de l'entreprise, soit du salarié, et lui-même pour être performant dans ce qu'il fait. Oui, mais ça, complètement. Et c'est vrai que si aujourd'hui l'expert comptable prend autant de place en RH dans une entreprise, c'est que c'est plus facile pour le chef d'entreprise. Et la stratégie, c'est de le convaincre, justement, de convaincre ce chef d'entreprise que justement, il a la possibilité d'avoir la même chose que ce que lui propose son expert comptable en termes de normes, avec en plus un aspect managérial, psychologique dont on vient de parler, à travers cette fonction de DRH à temps partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un vrai club RH au féminin ce matin. Il y avait un homme, il s'est senti seul, il n'est même plus là. Il est parti. Il est parti. Mais écoutez, moi, en s'il tout n'y a cas, pas d'autres questions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voulais vous dire que j'ai été ravie de cet échange, de cet agrandissement de réseau aussi, parce que c'est aussi ça sert à ça. Et puis, remercier l'UPE pour ce beau travail. Oui, merci. Avec grand plaisir. Et Samia, Sylvie et Nathalie, si vous le souhaitez, alors on a déjà les coordonnées de Bérangère, mais si vous souhaitez toutes les trois mettre vos coordonnées dans le chat, comme ça peut vous permettre aussi de rester en contact entre vous si vous le souhaitez. Et pardon Sylvie, je crois que je vous ai coupé du coup. Non, je disais juste merci. Bon, ça va. Vous me dites si vous voulez mettre les coordonnées, comme ça je laisse la visio encore un peu ouverte. Et sachez que vous retrouverez l'enregistrement, le replay qui sera sur notre site internet dès la semaine prochaine. Pas de souci pour moi pour les coordonnées. Pardon, Élodie, comment fait-on pour mettre ces coordonnées dans le chat? Comme tout à l'heure, quand vous avez marqué bonjour à toutes, c'est au même endroit. Ah non, mais moi, je n'ai pas écrit bonjour à toutes. Alors, converser, voilà, ça doit être ça. Ah, pardon, je croyais que c'était Nathalie qui me parlait parce que parce que Nathalie, on ne l'entendait pas très mal. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, c'est bon, je pense nickel. Que pardon, Samia, vous avez trouvé? Ouais. Ouais, c'est bon. Super. Nathalie a mis ses coordonnées, Sylvie aussi. Voilà, si vous voulez faire des copier-coller ou quoi, vous n'hésitez pas. Voilà, j'ai mis le mobile. Super. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Belle journée à vous aussi. Merci à tous et bonne journée. Au revoir tout le monde. Ah, d'accord. Hop. Bon. Eh bien, Élodie, merci beaucoup. C'est bien passé. Mais oui, je pense. On enverra un email de toute façon. À ceux qui n'ont pas pu se connecter, on leur enverra un email aussi pour leur faire partager le replay. D'accord, ok, super. Coco, tu es là? Merci. Une excellente journée. Merci Bérangère, bonne journée. On vous dit à bientôt. Très bientôt. Alors du coup, je ne sais pas comment je sors. C'est bon, je vais fermer la visio, ne vous inquiétez pas. À bientôt Bérangère, au revoir. Au revoir.